Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 8 de cette Vuelta. Et oui, on arrive en fin de première semaine, dernier week-end de course de cette première semaine qui est toujours un petit peu plus longue que les autres. Donc c'est vrai qu'en termes de récupération, ça peut ne pas être évident pour les coureurs. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos 3 favoris, votre grosse cote également pour cette étape. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également voir les shorts de temps en temps quand j'en fais. TikTok aussi, il y aura peut-être des points sur les médailles, notamment pendant les Paralympiques. C'est vrai que là, ça va être compliqué. Là, je sens Vuelta Paralympique, ça va pas être évident. On va essayer de faire les deux, mais vraiment, ça va pas être facile. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, ça je l'ai déjà dit. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et pour me soutenir, vous pouvez également cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications. Comme ça permet de mettre en avant plus facilement les vidéos sur YouTube. Étape pour moi, pour baroudeurs, mais en fait je pense qu'on aura deux courses en une. Une course pour les baroudeurs parce que la côte de deuxième catégorie, certes c'est pas la plus simple des côtes de deuxième catégorie qu'on a vu, mais je pense pas que ça soit suffisamment dur pour créer des écarts et puis ça sera encore loin de l'arrivée. Par contre la dernière difficulté, le dernier kilomètre est très dur, le pied est compliqué, le dernier kilomètre est très dur. Donc, encore une fois, il y a 5 minutes. Est-ce que ça peut être un endroit où on peut tenter de reprendre un petit peu de temps peut-être. Et puis, est-ce qu'on ne se contentera pas de demain? Ça peut être aussi une grande question, parce que demain, il y a 3 côtes de première catégorie, je crois de tête. Le parcours est quand même très très difficile. Mais moi, je dirais qu'il faudra faire attention quand même pour les leaders. On peut se servir de ce dernier kilomètre pour reprendre 5, 6, 7 secondes. Mais on ne s'en servira pas pour contrôler toute la journée. Une étape qui, je pense, sera promise aux baroudeurs. Qui voilà, auront une opportunité de se battre pour la victoire. Et puis, j'ai envie de dire que Ben O'Connor, voilà, il peut gérer l'écart également avec cette échappée. Il y a quand même pas mal de coureurs maintenant qui sont un petit peu loin en général. Donc ils ne sont pas forcément très dangereux sur le moment. Du côté du dénivelé positif de cette étape, 2641 mètres, c'est la 14e étape dans ce classement. Alors vous allez me dire, oui, c'est quand même déjà un petit pourcentage. Oui, mais par rapport aux étapes du Portugal, c'est à peu près ce qu'on a eu sur les 2 étapes en ligne portugaise en termes de dénivelé positif. Ça veut dire que comme il y a 2 côtes dans la journée, il y a une partie de l'étape qui sera quand même relativement plate. On va voir ça tout de suite avec la présentation du parcours. L'étape numéro 8, le parcours 159 km, c'est plus court que les étapes qu'on a eues jusqu'à maintenant entre Úbeda et Cazorla. Début de journée pas très compliqué, il y aura seulement une petite difficulté de 2 km 4 à 5,2 de moyenne au kilomètre 36, mais qui est vraiment pas une difficulté exceptionnelle, avant une petite descente et puis après on passe à Tronco de Beas et Cotorrios avant le pied de la première difficulté du jour. Les 2 difficultés, on aura des pourcentages. Un petit peu moins sur la côte de deuxième catégorie, mais sur la troisième catégorie, on aura des pourcentages. Le Puerto Mirador de Las Palomas, 7 km 3 à 5,6 de moyenne, côte de deuxième catégorie. On la regarde tout de suite. Quand je dis qu'il y a des pourcentages, oui, bah quand même, 7,4, 7,9 de moyenne. Entre le kilomètre 2 et le kilomètre 4, c'est un peu plus que ce qu'on a eu sur certaines côtes depuis le début de la semaine. Après, bon voilà, ça dure... on va dire 2 km, vraiment la difficulté entre le kilomètre 2 et le kilomètre 4, après c'est un petit peu plus simple. On redescend, passage par Cazorla, alors qu'on va un peu tourner autour de Cazorla, c'est un peu comme la veille du côté de Cordoba, sprint intermédiaire, sprint bonification au kilomètre 139,5, c'est-à-dire à 20 km de l'arrivée, avant le franchissement de la dernière côte du jour à Cazorla, 4 km 8 à 7,2 de moyenne, côte de 3e catégorie, on la regarde tout de suite, la Sierra des Cazorla, et là quand je disais que c'est voilà, plus de pourcentage, 8,6% pendant 1 km, ça c'est le pied, et puis surtout 9,9 sur les 800 derniers mètres, donc le dernier kilomètre assez dur, assez pentu, donc il faudra faire attention voilà, à ces 2 passages là, mais voilà, c'est une côte peut-être où on pourrait tenter de faire des écarts entre leader du général sur le sommet. On regarde tout de suite les derniers kilomètres, vous voyez pas mal de virages dans ces derniers kilomètres, il faudra faire attention déjà à l'approche
de la difficulté n'est pas forcément facile, avec notamment des ronds-points et une grosse épingle aussi. Donc là, il faudra faire très attention. Et puis on aura donc voilà l'épingle ici. Et puis ensuite, donc, on arrive comme ça dans les 5 derniers kilomètres. Parce que voilà, là, il y aura un virage où on passera d'un côté comme ça pour ressortir des Cazorla et un autre passage pour re-rentrer dans cette montée de Cazorla. Et puis vous voyez, hein, beaucoup de virages en montée, ce qui veut dire des relances à chaque fois qu'il faudra prendre. Donc, il faudra faire attention de ce côté-là. Voilà, c'est assez particulier le final au niveau du parcours, c'est un petit peu le bordel même pour tout vous dire. Parce qu'il y a des passages qu'on va prendre en descente, qu'on va prendre en montée, donc c'est un petit peu voilà, la galère. Mais vous voyez, hein, les 3, 2 et derniers kilomètres, il y a beaucoup d'épingles, beaucoup de relances. Et ce virage-là, je pense, va faire extrêmement mal, comme ces deux épingles-là. Je rappelle qu'on sera sur du 9,9 de moyenne dans le dernier kilomètre. Donc vraiment le final compliqué du côté des coureurs. On regarde tout de suite le parcours sur la carte et la météo. Grand soleil, hein, 34-36 degrés. Hein, donc on va être encore sur des fortes chaleurs du côté des coureurs avec un vent assez léger. Plutôt à dominante ouest, hein, ouest-nord-ouest, avec un vent max à 25 km/h. Donc vous voyez plutôt un vent qui va pousser les coureurs en début de journée. Et puis après, bon, c'est pas un vent qui sera nettement défavorable, sauf sur la fin de course, hein, du côté de la montée finale, où là c'est vrai que le vent pourrait être un petit peu plus défavorable qu'en début de journée. Donc il faudra faire attention de ce côté-là sur la montée de Cazorla. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta, l'histoire des courses espagnoles. On part de Úbeda. Alors Úbeda qui est connu pour la Clásica Jaén Parisor Interior. Lutsenko en 2022 s'était imposé sur cette classique qui arrivait à Úbeda. Et puis en 2024 c'était Ogier Lascano cette année qui s'était imposé dans des conditions effroyables. Il y avait eu déjà des bons résultats du côté de la Décathlon AG2R pour ceux qui s'en souviennent, avec Bastien Tronchon qui avait été très costaud sur cette étape, et puis Nicolas Prodhomme également qui était dans l'échappée, qui n'avait pas réussi à tenir la route de Lascano. Il avait été le dernier à tenir la cadence, mais à 14 km de l'arrivée, Lascano était parti en solitaire. Bastien Tronchon qui a fait le Tour d'Italie, qu'on a vu également sur le Tour des Alpes. Pas de résultats notables sur ces courses-là, mais qui avait fait un gros début de saison. Clásica Jaén Parisor, classique du Var, où il avait fini 7ème, et puis également 5ème du Tour des Alpes-Maritimes et 6ème de la Drôme classique. Depuis, les résultats se sont quand même bien calmés, voilà, pour Bastien Tronchon, qui est en ce moment sur le Tour du Poitou-Charentes, voilà, parce qu'il n'avait pas couru depuis mai, 3 mois de pause. Et là, on le verra sur la Bretagne Classique, notamment le 25 août. Donc ce week-end, hein, Bretagne Classique, ça sera dimanche également. Je ne pense pas que j'aurai le temps de la suivre, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, donc Bastien Tronchon. C'est bien en ce moment les courses en France, parce que tout se déroule en France quasiment. Vous avez les 2 Tours de l'avenir, masculin et féminin, qui ont lieu en France. Donc c'est une bonne idée d'avoir casé la Bretagne Classique à ce moment-là, entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur emplacement au monde. Je sais pas si on n'aurait pas pu quand même les mettre plutôt mettre cette course-là plutôt en septembre, ce qui aurait peut-être été un peu plus intelligent en termes d'organisation. Ou à ce moment-là on ne savait pas, mais en octobre, parce que sachant qu'en France on a dégagé quand même pas mal de courses. Paris-Bourges et le Tour de Vendée, et étant supprimés cette année, ne reviendront, on espère, que l'année prochaine. Donc voilà, du côté de Bastien Tronchon, 22 ans. Pour le coureur français. Et puis c'est également une classique qui a accueilli le départ de cette Clásica Jaén Parisor. Ça c'était en 2023, où l'arrivée était à Baeza, et c'était Pogačar qui s'était imposé devant Turner et Tim Wellens ce jour-là, après 36 km en solitaire. On va au Puerto Mirador de Las Palomas. Là c'est la première fois que le Tour d'Espagne passe par cette commune. Puis j'ai oublié également que le Tour d'Andalousie avait accueilli une arrivée à Úbeda. C'était Jakob Fuglsang qui avait remporté cette 3e étape en 2020. Il avait été très fort sur cette épreuve parce qu'il avait remporté 2 étapes. 2 fois il avait fini 2e,
une fois 6e, et il avait remporté à la fois le général, le classement des meilleurs sprinteurs, et 3e du classement de la montagne. Ça avait été quand même carton plein sur cette épreuve, ce qui avait été sa seule épreuve avant Covid. Parce qu'ensuite, il était reparti au Strade Bianche au mois d'août, mais il était reparti avec une année où il avait fait 43 jours de course. Ça, c'était le problème de la Covid pour le coureur danois qui avait pris la 6e place du Giro, 5e des championnats du monde également à Imola cette année-là, et vainqueur du Tour de Lombardie. Oui, j'en avais pas souvenir parce qu'en plus j'avais pas vu le Tour de Lombardie, c'était pendant le Tour de France, mais il avait battu Georges Bennett et Vlasov ce jour-là. Ils avaient calé le Tour de Lombardie à un moment de l'année qui était quand même un peu bâtard. Au mois d'août, je me souviens comme ils avaient foutu Milan-San Remo en été aussi, en pleine canicule. Ça avait été assez particulier la programmation de cette année-là. L'année Covid. Et puis Sierra de Cazorla, eh bien, le dernier passage et le seul passage du Tour d'Espagne dans cette commune, c'était Esteban Chavez qui s'était imposé. Il était parti à 2 km de l'arrivée d'une journée. On avait 2900 mètres de dénivelé positif. On partait de Cordoba. Il y avait également une côte à mi-journée. Et puis cette côte-là, en fin d'étape, il avait battu Dan Martin pour 5 secondes et Tom Dumoulin. Et puis il y a eu le peloton qui est arrivé à 11 secondes. Où il y avait notamment Romain Sicard qui avait été performant ce jour-là. Puis il y avait eu des abandons. Mohoric, David de la Cruz, qui avait abandonné ce jour-là du côté de cette étape. Jérôme Coppel avait perdu du temps. Kenny Elissonde aussi sur cette journée. Bon, on regarde tout de suite le cycliste du jour. Aujourd'hui, un seul cycliste, Enrique Martinez, encore une fois un cycliste des années 70, fin des années 70, début des années 80, il a commencé à la casse. Il a fait partie de la Kelme, c'est un petit peu la tradition sur les vidéos en ce moment d'avoir des coureurs qui sont passés par la Kelme, vainqueur du Tour de Catalogne. Ça, c'était en 76, dès sa première année chez les pros. Mais il faut savoir que chez les amateurs, il avait eu un gros palmarès. Champion du monde militaire à la fois en 73 et 74. Vainqueur du Tour de l'Avenir également en 1974. Il avait remporté une étape de cette même course. Et puis, il avait fini 7e. Il avait remporté la 7e étape de la course de la paix en 75. Qui étaient des courses très importantes du côté des coureurs amateurs. Et puis Enrique Martinez, donc vainqueur du Tour de Catalogne en 76, qui reste peut-être même sa meilleure année, 76, quand il est arrivé chez les pros, parce qu'il avait donc été performant également sur Paris-Nice, auquel il avait fini 5e. Il avait fait 12e de la Vuelta cette année-là, et puis il avait pris la 3e place d'une étape sur le Dauphiné, 10e du Tour de Suisse, 4e des championnats d'Espagne et surtout vainqueur du classement des jeunes du Tour de France, mais il avait fini seulement 23e du général, 8e de l'étape entre Montargis et Versailles, l'étape numéro 21, qui était une étape courte à l'époque, seulement 145 km, c'était pas habituel d'avoir des étapes, c'était pas assez habituel que ça d'avoir des étapes aussi courtes. Et puis vainqueur de la Classica de Sabiñánigo à l'époque, et puis le Tour de Catalogne, qui à l'époque, le Tour de Catalogne avait lieu en septembre et pas en avril comme aujourd'hui. Il va gagner ensuite 2 étapes du Tour d'Espagne en 82 et 80, également 2 étapes du Tour d'Aragon dans son palmarès, mais c'est vrai que du jeune prometteur, il n'arrivera pas vraiment à confirmer lors du reste de sa carrière, qui s'arrêtera en 84 après 2 années. En 84 déjà il ne court pas, et en 83 les résultats ne sont pas exceptionnels, à part une 2e place du côté d'une étape du Tour d'Espagne. C'est un petit peu plus compliqué pour lui. Et puis en 82 là aussi, il y a cette victoire sur le Tour d'Espagne, mais un Giro compliqué pour Enrique Martinez, mais une carrière assez courte au final chez les pros et pas forcément couronnée de succès. Alors chez les amateurs, c'était l'un des meilleurs dans cette dans ces années-là, et dans les années 70,
Chez les jeunes, c'était vraiment un coureur qui était très fort, parce que quand il la remporte en 74, il bat Wolfgang Steinmeier, voilà, et Gabriele Miri cette année-là, qui s'appelait le trophée Peugeot de l'avenir. Voilà. Et l'année d'après, la course n'avait pas eu lieu du côté de cette épreuve. Voilà. Et ça s'était arrêté. Mais à l'époque, c'était compliqué pour les espoirs de performer chez les élites, déjà à l'époque. Parce que là, je vois Bernard Bourreau, par exemple, qui avait fait des bons classements sur le Tour de l'Avenir. Derrière, ça n'avait pas forcément marché plus que ça chez les pros. Parce qu'il n'a jamais remporté d'étape, par exemple, sur le Tour de France. Et il n'y a pas beaucoup de victoires, voilà, à l'époque. Ma stratégie pour cette journée, victoire de l'échappée. Non, je pense que pour moi, le peloton n'a pas d'intérêt à contrôler cette étape. Voilà. Le seul intérêt en fait de la montée, le seul intérêt c'est la montée finale. Mais en dehors de cette montée finale, les meilleurs n'arriveront pas à faire des différences, à se différencier et réussir à faire des écarts. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, c'est une victoire de l'échappée. Moi, je vois bien 2 courses en une victoire de l'échappée, et puis derrière, les leaders qui se bagarrent, mais pour la dernière montée du jour, parce que c'est surtout là où il y aura de l'intérêt. Mais il faudra pas que l'échappée mette trop de temps avant de sortir, parce qu'encore une fois, l'étape est assez courte, 159 km. Et donc si vous mettez 1h30 à sortir, là, derrière, le peloton aura peut-être un intérêt à rouler fort. Donc il faut que l'échappée arrive à sortir assez vite, ce qui n'est pas si évident que ça aujourd'hui sur les étapes de moyenne montagne. Du côté de mes favoris, donc encore une fois je vous disais échappée, je tente Lorenzo Rota, bonne pointe de vitesse du côté du coureur italien, du côté de l'Intermarché, en partant peut-être de loin avec une échappée, il n'y a pas trop d'opposition, ça peut le faire. Dylan Tuns, ouais, mais chez Israël c'est un coureur intéressant, sur ce type de format-là de course, ça peut être un coureur dangereux. Kevin Genietz, on n'en parle pas beaucoup, du coureur luxembourgeois, mais je trouve que voilà, il est pas mal, Kevin Genietz, donc il faudra s'en méfier. Et puis en grosse cote, Elie Gebert, là c'est une très très grosse cote. Je ne savais pas qui mettre en grosse cote, donc j'ai dit Elie Gebert. Bon, je ne suis pas convaincu de la réussite du projet. Programme télé, départ fictif 13h30, Tranco des Beas à 5 km de l'arrivée entre 15h07 et 15h14. Le pied du Puerto Mirador de Las Palomas, sur le côté de deuxième catégorie, à 60 km de l'arrivée, entre 16h09 et 16h22. Cazorla, le premier passage dans la commune, mais pas sur la ligne d'arrivée, à 40 km de l'arrivée, entre 16h26 et 16h41, pour une arrivée prévue une heure après, entre 17h20 et 17h41. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouvera ce soir pour faire le débrief de cette étape. Et puis demain, présentation de l'étape numéro 9 à 7h comme d'habitude. Allez, ciao ciao sur la Mélec Production.